Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à un véritable phénomène, les influenceurs, ces personnes qui influencent l'opinion, mais aussi la consommation grâce à leur audience sur les réseaux sociaux. Des réseaux qui ne cessent de se développer. Regardez, le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde serait estimé à 5,3 milliards. Aujourd'hui, plus d'un terrien sur deux est actif sur les plateformes sociales. Au sommaire ce soir, enquête sur les influenceurs en Côte d'Ivoire. Pour bien saisir le phénomène, nous avons fait le choix de suivre Diana Bouli. Parfaite inconnue il y a 4 ans, aujourd'hui elle compte des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Nous allons vous montrer comment cette Camerounaise est parvenue à devenir une influenceuse reconnue sur la toile à force de travail et de créativité. Puis dans notre second reportage, nous partirons au Maroc découvrir le quotidien palpitant d'une autre femme influenceuse, Netsa Alaoui. Elle est à la tête d'une fondation, d'un hôtel, mais aussi d'une organisation destinée à faire émerger les femmes leaders de demain. Ses activités reposent très largement sur son audience digitale. Voici le classement des comptes Instagram parmi les plus suivis dans le monde. Ronaldo, 616 millions. Léo Messi, 496 millions. Selena Gomez, 430 millions. Les jeunes femmes que nous allons vous présenter maintenant comptabilisent moins d'abonnés, mais elle ne manque pas de talent et d'ambition. Elle a décidé de tout miser sur la création de contenu pour booster sa notoriété et développer son business. Diana Bouli, l'as des réseaux sociaux. Reportage signé Susanna Blandin, Samuel Bernard, Jeanne Hutin et Niki Kwame. Ce matin-là, bienvenue chez moi. Entrez. Diana Bouli nous ouvre les portes de son appartement abidjanais. Allez. Je suis super contente de vous faire entrer dans mon univers et vous verrez aussi comment je crée du contenu à la maison. Tout se passe dans cette pièce-là. Il est 11h et il ne faut pas traîner. Elle doit réaliser l'une de ses vidéos hebdomadaires pour TikTok, le célèbre réseau social. Alors, bienvenue dans mon studio, c'est ici que tout se passe. Voilà. Ici, les placards regorgent d'accessoires en tout genre, la plupart customisés par Diana elle-même. C'est un peu le côté créatif, do it yourself. Il y a tout, il y a des tissus, il y a des foulards. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le recyclage. Donc je peux prendre un foulard comme ça devient, je sais pas, un petit haut. C'est magnifique, non? Un petit haut. Pour la vidéo d'aujourd'hui, le thème est choisi. Ça sera les années 80. Bon, c'est bon, le matériel est installé, j'ai plus qu'à me changer. J'arrive. Hey! Bon, là, j'ai mon déguisement femme années 80. Voilà, les épaules se levaient, un peu d'arrogance dans le regard. Et voilà, je suis prête à faire la vidéo. Comme vous avez remarqué, incontournable, les épaulettes. Le rouge à lèvres toujours. Les lèvres rouges sans et le petit bijou, voilà. Oh, qu'est-ce que j'aime les femmes des années 80. Ce look, Diana Bouli le connaît bien. Cela fait 3 ans qu'elle s'amuse à recréer des ambiances vintage comme celle-ci, mêlant déguisement, musique d'antan et mimiques empruntées au siècle passé. Un combo qui a séduit des millions d'utilisateurs sur la plateforme TikTok. Les vidéos des années 80, c'est le début de tout. Voilà, c'est là où j'ai vraiment percé en Afrique. Parce que tout le monde se disait que mais c'est qui cette fille qui nous fait revivre le passé. Le secret d'un TikTok réussi, le premier truc, c'est que les gens se reconnaissent dans ça. Ça marche à tous les coups quand les gens se reconnaissent dans ça. Depuis son apparition, la plateforme chinoise TikTok, aux 1,2 milliard d'utilisateurs, a révolutionné les réseaux sociaux, propulsant des anonymes vers la célébrité instantanée.
C'est le cas de Diana Bouli. Parfaite inconnue il y a 4 ans, aujourd'hui, Diana Bouli, c'est 3,7 millions de followers sur TikTok, 1 million d'abonnés sur Facebook et des challenges qui ont fait le tour de la planète. Comment cette Camerounaise est-elle parvenue à devenir une influenceuse reconnue sur la toile? Quel est son quotidien en tant que créatrice de contenu? Plongée dans l'univers captivant de Diana Bouli, l'as des réseaux sociaux. Après le tournage de ses vidéos, place au montage réalisé directement sur son téléphone. Filtre rétro, choix des meilleures prises, rien n'est laissé au hasard. Les gens ne comprennent pas que c'est un vrai travail derrière ça. Et c'est pour ça que ça me plaît souvent quand des gens lambda assistent à mes tournages et disent « Ah, donc c'est comme ça ?» Je dis « Bah ouais, c'est comme ça. C'est long, ça prend du temps, il fait chaud. On est fatigué parfois pour 30 secondes de vidéo. » Entre la confection des tenues, le tournage et le montage, certaines vidéos vintage ont demandé à Diana plusieurs semaines de travail. Comme lorsqu'elle s'est mise dans la peau du célèbre chanteur camerounais et Boilotim. Là, c'est moi. J'ai même fait des anciens billets pour vraiment me rapprocher du truc. Faire une vidéo sur le son des Boilotim, ça m'a pris 1 mois. C'est le clip de l'époque le plus long à réaliser pour moi parce que là, je voulais vraiment rendre un hommage parce que c'est un monument de la musique camerounaise qui avait des bons combats aussi. Valoriser le patrimoine culturel africain sur Internet, c'était l'un des premiers objectifs de Diana. Aujourd'hui, son contenu s'est diversifié. Challenge danse et beauté, pour lesquelles elle confectionne ses propres tenues, mais aussi vidéos chocs dans lesquelles elle dénonce les violences conjugales. Grâce à son contenu à la fois fun et engagé, Diana Bouli est devenue, en 4 ans, la créatrice de contenu la plus suivie sur TikTok en Afrique francophone. Une célébrité qui dépasse les frontières du net. Lorsque Diana Bouli se promène dans le hall de l'Ivoire Trade Center, à 2000 km de son Yaoundé natal, les passants la reconnaissent. Attends, il y a trop de lumière. Je la suis sur TikTok depuis fort longtemps. En tout cas, c'est mon idole. Cette communauté fidèle, la base de son succès, Diana a mis plusieurs années à la construire. Et elle continue de la cultiver en s'entourant d'autres créateurs de contenu, comme Mohamed, alias Momo CHBL, 2 millions d'abonnés sur TikTok, et Cyril, alias Bebeto Cyril, 1,3 million d'abonnés au compteur. Des amis dans la vie, mais aussi et surtout à l'écran. Ça, c'est Bebeto. En collaborant ensemble sur des vidéos, chacun bénéficie de la popularité des autres. À chaque fois on me croise, on me dit tu es l'ami de Diana. Est-ce que vous apparaissez sur ces vidéos? Oui, parfois on fait des collaborations ensemble. On a un groupe de créateurs de contenu d'Afrique francophone qu'on appelle l'Afro Squad. C'est une house, c'est un groupe en commun, c'est un compte en commun. Et là, on fait du contenu pour valoriser nos différents pays et l'Afrique en général. Les gens demandent même dans les commentaires. Collaborer. Avec, on aime bien voir votre duo. Il faut faire avec ça. Donc, en même temps, tu fais plaisir à tes abonnés et tout. Donc, on s'entraide en fait. Tous les trois vivent de la notoriété qu'ils ont acquis sur le net. Ce sont des influenceurs. Ils misent sur les partenariats avec les marques pour gagner de l'argent. Et Abidjan est particulièrement attractive pour ce genre de profil. Je décide de m'installer à Abidjan parce que déjà, pour moi, c'est le fief du showbiz. Et je ne vais pas aussi vous cacher, ça c'est un truc que j'ai toujours dit, et même les gens de mon pays le savent, je suis plus suivie en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas aimer, mais plus suivie. Donc tout était lié pour que je m'installe là. Mon public est là, c'est le fief du showbiz. Mon manager aussi est ici. Donc je me suis dit, bingo, j'y vais.
ça a payé fort. Depuis son arrivée dans la capitale économique ivoirienne début 2023, Diana Bouli a de plus en plus de demandes de partenariat. Alors, pour l'aider à gérer cette notoriété nouvelle, comme toute célébrité, elle a fait appel à un agent. Alexandre Branger, 32 ans, à la tête de Code Agency. Il travaille avec le top 10 des influenceurs ivoiriens et représente Diana depuis 3 ans. Je regardais un peu les statistiques par rapport à tes pages. Au niveau audience et niveau performance, tu as grave évolué encore plus. Beaucoup plus de followers. Par exemple, sur Facebook, là, tu étais à peu près 900 000. Maintenant, tu es passé à 1 million de followers. Sur Instagram, tu es passé à plus de 400 000 followers. Et sur TikTok, j'en parle pas, plus de 600 000. Dans le duo, les rôles sont bien définis. Inutile de parler d'argent avec Diana Bouli. Pour les affaires de gros sous, c'est Alexandre qui gère. L'artiste doit se concentrer sur comment est-ce qu'il va faire ses vidéos, comment il va faire son contenu. Et le côté du manager, c'est comment gérer, on va dire, ses droits, son argent, ses placements de produits. C'est le rôle d'un conseiller, d'un avocat, d'un ami. C'est le rôle de tout en fait. Voilà. Et c'est important de bien s'entourer dans ce milieu. Ouais. Oui, très important. Et la base même d'abord c'est ton manager. Parce que si ton manager n'est pas sur la même ligne que toi, comportemental ou business, côté business aussi, c'est compliqué. L'enjeu pour Alexandre, aider Diana à diversifier ses sources de revenus. Lorsque l'on crée du contenu sur Internet, il y a plusieurs façons de se rémunérer. La première, la plus simple, monétiser ses pages directement auprès du réseau social qui se chargera d'inclure de la publicité sur votre profil. En échange, les vues réalisées chaque mois rapporteront une somme d'argent, l'équivalent d'1$ pour 1000 vues réalisées. Problème, en Afrique de l'Ouest, il est encore impossible de monétiser ces pages. Alors, les créateurs de contenu se tournent vers une autre option, décrocher des partenariats rémunérés directement avec les marques, dont ils feront la promotion des produits auprès de leurs abonnés. C'est ce qu'on appelle le marketing d'influence, et le secteur est de plus en plus prometteur. Si tu as une marque et tu n'as pas un influenceur ou un créateur de contenu qui est derrière toi, c'est comme si aujourd'hui tu as perdu quelque chose en fait. Il te manque un truc. Les musiciens maintenant payent même les influenceurs pour faire des trends, des challenges. Par exemple, Diana, beaucoup de musiciens nous contactent pour pouvoir faire des trends, qu'elle lance une vidéo sur leur musique qui vient de sortir. Et les gens sont prêts à payer le prix ou à vraiment ils veulent travailler avec les influenceurs par rapport à ça. Il y a partout. Ouais. Sur chaque contrat décroché, Alexandre touche une commission de 20%. Dans quelques jours, le binôme a rendez-vous pour signer l'un des plus gros contrats de Diana. C'est dans la zone industrielle de Koumassi que nous retrouvons Diana et Alexandre. Le décor n'est pas très glamour. Il s'agit de l'usine d'un grand distributeur d'alcool. Diana a été choisie pour représenter leur nouveau produit. Ça va bien, ça va? Salut. Un vin mousseux qu'elle devra mettre en valeur sur ses réseaux. Par exemple, je donne une idée, les idées de transition. Par exemple, être dans une tenue normale et prendre maintenant le verre versé, faire la transition avec la tenue chic et comme le vin mousseux. D'accord. J'adore ça déjà. Voilà. Magnifique. L'entreprise a déjà collaboré avec des chanteurs ou des acteurs. C'est la première fois qu'il désigne une créatrice de contenu comme ambassadrice. On a parlé de Diana Bouli pour ce nouveau contrat, c'est premièrement son influence. Voilà, donner du contenu sur les réseaux, sur le spot TV, les spots de radio, voilà, c'est ce genre de support publicitaire. Si la marque espère profiter de la popularité de Diana, l'influenceuse devrait aussi gagner en visibilité grâce à ce rôle d'ambassadrice. Tu seras dans ta voiture, tu vas écouter Diana en train de parler, tu seras à la télé, tu vas la voir aussi à la télé, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas la voir sur les réseaux sociaux, elle sera partout. Donc pour nous, c'est une très grande fierté. Vous n'avez pas jugé que c'était mauvais pour son image de s'associer avec Marc Alcott? Ah non, pas du tout, non. Puisque la plupart des artistes, des comédiens, des influenceurs, des créateurs de contenu font des publicités avec Marc Alcott. Donc pourquoi pas nous? Donc, lancement du produit en janvier, voilà, donc tout le monde doit être prêt à foncer, parce que voilà. On sera au taquet, ça va bien se passer. Impossible de connaître le montant exact que touchera Diana pour cette collaboration. Une chose est sûre, le contrat se chiffre à plusieurs millions de francs CFA. De quoi assurer à la créatrice de contenu un filet de sécurité pour cette année 2024. Être ambassadrice n'est pas la seule opportunité que les réseaux sociaux ont ouvert à Diana.
Retour à Cocody. Bonjour. Il est 7 h. Diana a dû renoncer à faire la grasse matinée. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Merci. Salut. Car le jeu en vaut la chandelle. Ce matin, elle est actrice sur le plateau d'une série télévisée à succès. Et là encore, elle commence par se déguiser. Bon, là, je quitte la peau de Diana pour me mettre dans la peau de mon personnage Oleana. Donc, je vais plus ressembler à ça. Oleana, c'est le personnage qu'elle campe depuis quelques mois. Une adolescente de 17 ans, issue d'une famille aisée, chouchoutée par ses parents, bien loin de ce qu'a connu Diana enfant. Elle n'est pas moi, on n'a pas le même style, on n'a pas la même vision des choses. Mais j'aime bien la jouer. C'est un beau challenge, Oleana. Et ça vous plaît d'être là? Vous vous sentez dans votre élément? Ah oui, j'aime bien, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Les gars, se mettent bien en place, s'il vous plaît. On met le téléphone portable sous silence. On fait bien silence. Ouais, tu oublies que c'est mes parents qui sont derrière ça. C'est trop bien. Tout le monde veut y participer. Diana Bouli n'a jamais pris de cours de théâtre. Mais les heures passées à jouer la comédie devant son téléphone semblent avoir porté leurs fruits. Et faire couper. Les réseaux sociaux peuvent réaliser des rêves. Totalement, c'est un fait. Je pense pas qu'au fin fond de mon Yaoundé natal, là-bas, si j'étais une fille inconnue, on allait m'appeler ici. Je me dis, c'est par rapport à ce que j'ai montré sur les réseaux sociaux aussi qui ont attiré l'attention et qui m'ont apporté beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Comme Diana, ils sont des milliers chaque année à tenter leur chance sur Internet. Le milieu de l'influence est concurrentiel, mais prometteur pour ceux qui parviennent à faire la différence. Ça vaut pas la peine. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Roxane Lidvine Kalouboué, influenceuse beauté et lifestyle. Vous comptabilisez plus de 5 millions de likes sur TikTok. Oui. Mathieu Gaspard, consultant en images de marques. Il accompagne des influenceurs aussi bien que des marques à la recherche d'influenceurs. Et en face de lui, Josué Ewi du compte Joshua Cooker, 306 000 abonnés sur Instagram, où vous partagez du contenu culinaire. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa ce soir. Première question pour vous, Mathieu Gaspard, on est heureux de vous retrouver. Comment est-ce que vous définiriez un influenceur ? Un influenceur, c'est une personnalité des réseaux sociaux qui entretient une communauté en ligne autour d'un secteur, un style de vie ou des valeurs particulières. Donc il y a plusieurs types d'influenceurs. Ouais. On peut les catégoriser suivant différents critères, donc principalement le nombre d'abonnés et puis le domaine d'activité. Donc il faut imaginer en fait une sorte de pyramide pour le nombre d'abonnés où vous avez au bas de la pyramide, les nano-influenceurs qui ont moins de 10 000 abonnés. Ensuite, on a les micro-influenceurs qui ont de 10 000 à 100 000 abonnés. Les macro-influenceurs de 100 000 à 500 000 abonnés. Et puis enfin, au top de la pyramide, on a les méga-influenceurs qui sont en fait les célébrités et les personnalités publiques. Alors, question pour vous, Joshua. Dans quelle catégorie vous placeriez? Déjà, on a vu que vous êtes macro, ça c'est clair. Mais sur le plan des thématiques, vous êtes spécialisé. Vous ne faites pas tout? Oui, je ne fais pas tout. Je suis plus spécialisé dans la cuisine et le lifestyle, si on peut dire. Et là, ça fait maintenant plus d'1 mois que j'ai lancé un nouveau type de contenu qui parle plus sur les vêtements, les habillements, pour essayer de changer un peu ce que je fais. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites, vous, Roxane? Bon, Roxane, elle n'a pas de niche spéciale. Oui. Mais on va dire qu'elle fait du contenu lifestyle, drôle, spontané, et puis voilà, un peu d'acting aussi. Alors, vous êtes à quel niveau? Nano? Pas nano? Micro? Ça dépend aussi, parce que vous êtes sur plusieurs plateformes, vous. Oui, alors, ça aussi. On vous mettrait où? Nano, micro? L'espère va nous dire. Hein. Combien d'abonnés? Sur TikTok, 300 000. 300 000, 300 000. donc ça veut dire qu'on est au macro déjà. Ouais, D'accord. déjà. Okay. Intéressant. Ouais, voilà, hein, on n'est pas loin des mégastars. Alors, Joshua Cooker, c'est le nom de votre page. Et vous êtes sur plusieurs plateformes. Donc, oui. des pages, ça s'appelle Joshua Instagram. Cooker. Alors, comment vous avez commencé?
Sur un coup de tête, je crois bien au début du Covid, vu qu'il y a eu le confinement, ça m'a poussé un peu à me bouger. J'étais dans un restaurant et j'avais l'habitude de faire des vidéos dans le restaurant pour passer sur mon compte TikTok. Et après, quand j'ai rendu ma démission dans le restaurant, j'ai décidé de vendre ce que je faisais, vu que j'ai fait une formation de cuisine. J'ai décidé de montrer mes produits sur les réseaux. Donc vous êtes cuisinier, oui. Donc à la base? Oui, diplômé, oui. Donc c'est de là que tout est parti en fait. Est-ce que vous attendiez aujourd'hui à un tel engouement, notamment sur vos différentes pages? Non, pas vraiment. Ça allait vite quand même? Oui, quand même. Ça allait très vite. Alors, en général, les influenceurs disent toujours que ça a basculé à partir d'une vidéo qui a été virale ou la plus virale. Est-ce que c'est la sociologie des réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le cas? C'était quoi votre vidéo à vous, Lidvine, la plus virale? Ma vidéo la plus virale, vraiment, je ne m'en rappelle pas. Mais récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais de ma rupture. Donc, j'ai fait un challenge un peu vite fait et tout. Et ça a vraiment buzzé. Donc, je pense que je suis à 4 millions sur TikTok et puis 2 millions sur Instagram, 2 millions de vues sur Instagram. Alors, quelque chose qu'on a remarqué dans le parcours de Diana, c'est le temps de production des vidéos. Ça prend du temps. Nous, on ne le savait pas forcément. Est-ce que vous le saviez, vous, Mathieu Gaspard? Oui, parce que c'est pas différent de la production audiovisuelle au final, hein, que ce soit un téléphone portable ou du matériel professionnel. Il faut prendre le temps de filmer, de se préparer même au tournage. Il faut éditer ensuite la vidéo et puis enfin la publier, écrire une légende et faire en sorte qu'elle soit diffusée au maximum de monde. Donc c'est tout un processus. Quand même, c'est du travail. Tout travail mérite salaire. On a vu tout à l'heure les stratégies développées par Diana pour monétiser son compte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la confiance de certains annonceurs pour réussir à tirer profit du travail que vous faites? Lidvine. Bon, après, personnellement, moi, je travaille aussi avec le même manager que Diana. Donc, c'est lui qui se charge de tout ce qui est collaboration. OK. Il vous ramène des deals? Oui, il me ramène de bons deals. Donc, c'est bien encadré, c'est optimisé, j'ai le revenu qu'il faut. Est-ce que vous arrivez à tirer des réseaux sociaux des revenus qui vous permettent de vivre comme vous le souhaitez aujourd'hui? Bon, c'est la source principale, mais je veux dire, c'est pas constant. C'est pas constant, c'est pas tous les mois que tu as des partenariats, d'autant plus que nos contenus ne sont pas rémunérés directement sur la plateforme. Donc, il faut quand même avoir des collaborations avant de toucher de l'argent. Donc, c'est pas tous les jours constant. Donc, je dirais pas que ça me permet de vivre à 100%, non. Mathieu, alors finalement, comment est-ce que les marques choisissent? Parce que vous aussi, vous aidez les marques à trouver des influenceurs. C'est quoi votre positionnement? Je vais déjà choisir l'influenceur en fonction de 3 critères. Donc le premier critère, c'est la réputation. La réputation, c'est comment l'influenceur est perçu par le public. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la communauté. Qui est la communauté de l'influenceur? Qui sont les gens à qui il parle? Est-ce que ce sont des gens susceptibles d'acheter les services? Et puis enfin, quelle est la plateforme utilisée? Une communauté active sur TikTok, ce n'est pas la même chose qu'une communauté active sur LinkedIn. Donc c'est en fonction de tout cela que je vais du coup faire une sélection. Et ensuite, maintenant, on va parler de la notoriété de l'influenceur. Combien d'abonnés a-t-il, etc. Vous avez placé le nombre d'abonnés en dernier. Oui. Donc dans votre approche, ce n'est pas le premier point? Non. OK. Donc ce n'est pas toujours en fonction du nombre d'abonnés qu'on choisit d'utiliser les services d'un influenceur ou d'un autre? Non. Le nombre d'abonnés, ce qu'on voit en premier, le nombre d'abonnés, le nombre de likes. Donc les gens qui ne s'y connaissent pas vont dire « Ah, moi je veux telle personne parce qu'elle touche 2 millions de gens ». C'est bien, mais après, derrière, il y a ce qu'on appelle le taux d'engagement, c'est-à-dire ces 2 millions de gens, ces 2 millions d'abonnés, est-ce qu'on les touche réellement à travers la communication que l'on fait? Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 20 000 abonnés, mais avec une communauté qui est très, très active et qui a un taux de conversion très élevé. C'est-à-dire que sur les 20 000 abonnés, vous avez peut-être 10% qui vont opter pour le service vendu, alors que vous avez 2 millions d'abonnés et c'est peut-être 0,001% des gens qui vont opter pour les services. Du coup, c'est pas rentable. On a vu tout à l'heure un contrat comme celui de Diana Bouli avec son agent. Les détails financiers n'ont pas été révélés. Alors, je vais donc en appeler à votre expertise. Un contrat comme celui-là aurait pu coûter combien?
Pour une personne comme Diana Bouli, elle pourrait, si c'est un contrat qui se fait à l'année, donc vous avez différents types de contrats, ça peut être un contrat dans lequel elle partage simplement du contenu. Là, elle est ambassadrice. Donc là, elle est ambassadrice, donc ça veut dire qu'on va prendre son image et elle peut participer à des publicités qui vont être faites par la marque, tout comme elle peut être amenée à créer du contenu. Mais un contrat comme ça peut être négocié facilement à 40 millions dans l'année. 40 millions. Oui. 20% pour l'agence, c'est la norme? Oui. 20%, c'est correct pour l'agence. Ouais. Alors, Joshua, avez-vous un agent? Non. Mais c'est quoi votre processus pour qu'on vous contacte? On vous écrit directement. Qui vous écrit? C'est quel type de clients, donc de marques qui s'approchent de vous puisque vous êtes vétérinaire? Oui, des marques qui vont plus dans la nourriture. Vu que j'ai commencé à changer un peu mon type de contenu, il y a des marques de vêtements qui m'écrivent pour des collaborations, pour mettre les habillements en valeur et tout. Alors, on a vu dans le reportage qu'il y a quand même deux types de monétisation, en tout cas principale. La deuxième, c'est ce dont on a parlé, ce sont des marques qui s'approchent de vous, mais la première, c'est que vous monétisez la page directement avec la plateforme. On a vu dans le reportage que c'était un peu difficile. Est-ce que depuis lors, les choses ont évolué? Question pour vous, Roxane. Non, les choses n'ont pas évolué. Après, il y a quelques alternatives au niveau d'Instagram qui permettent de... C'est-à-dire, les abonnés peuvent envoyer des cadeaux aux influenceurs, mais le contenu n'est pas totalement rémunéré. Ouais. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire ne permet pas de... Non. Ouais. Joshua? Non. Comme elle a dit, il y a plusieurs alternatives. Par exemple, moi, j'ai créé un compte TikTok qui est monétisé, mais il n'a pas été fait ici. Ouais. Il y a ma pote qui est en Amérique qui a créé le compte étant là-bas et elle m'a envoyé les coordonnées. Et moi, d'ici, je peux juste poster la vidéo et je reçois la rémunération de TikTok. Ok, donc ça suppose, Mathieu, que lorsqu'une personne vit aux États-Unis, qu'elle crée son compte là-bas, le compte est monétisé, elle peut se déplacer un peu partout dans le monde, mais le compte reste monétisé. Tout à fait. Ok. Alors, concrètement, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas admise parmi les pays dont les comptes peuvent être monétisés? On ne comprend pas. Je pense que ça va au-delà des réseaux sociaux et c'est certainement lié au fait que c'est un manque de confiance, pour commencer. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, aujourd'hui je ne sais pas, mais je me rappelle il y a quelques années, je voulais créer un compte PayPal, impossible de la Côte d'Ivoire. Et il y a la liste des pays qui ne permet pas de créer un compte et la Côte d'Ivoire était sur liste noire. Et on le dit clairement, vous ne pouvez pas à partir de ce pays. Et donc, il y a ce même processus pour les réseaux sociaux où vous devez vous retrouver en Europe, aux États-Unis ou quelque part en Asie si vous voulez ouvrir un compte et pouvoir monétiser. Le deuxième problème, j'imagine que c'est aussi la méthode de paiement, le système de banque. Même pour faire un site internet, vous voulez avoir un e-commerce fait ici en Côte d'Ivoire, il y a très peu de banques qui permettent d'avoir un paiement direct par carte. Vous devez passer par PayPal ou une plateforme de paiement. Donc c'est tout l'écosystème finalement qui ralentit la mise en œuvre de ces solutions de monétisation directement via les plateformes. Finalement, je voudrais qu'on réagisse rapidement sur la question de la stratégie. C'est quoi une stratégie sur les réseaux sociaux? Des réseaux sociaux par exemple, je veux comprendre. En fait, une stratégie, c'est un plan. On va mettre en place une stratégie, donc quel type de contenu on va faire, à quelle heure on va la poster, sur quelle plateforme on va la poster. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et vous aussi, vous êtes organisé comme ça, vous avez un calendrier de diffusion? Oui. Même la fréquence à laquelle on va poster le contenu. Est-ce qu'il y a des stats où on vous dit que, attention, à tel moment, vous avez plus d'impact? Oui, je pense qu'avec la nouvelle mise à jour d'Instagram, il y a ce genre de notifications qui viennent. Ok, on vous dit de telle heure à telle heure, vous avez, souvent quand vous avez vos contenus que vous postez, il y a plus de vues. Oui. On nous montre à quelle heure nos abonnés sont le plus connectés. Donc qui est favorable à poster le contenu et tout. D'accord. C'est quoi l'avenir? On se projette? Moi, personnellement, j'aimerais bien déboucher sur YouTube parce que c'est une plateforme qui est rémunérée et puis c'est une plateforme à grande échelle, à grande audience. Donc, continuer sur TikTok, pouvoir réunir des fonds et puis faire de la production donc à la caméra, des contenus à la caméra sur YouTube. On a vu aussi le parcours de Diana. On voit que c'est vraiment, ça se tient, c'est étape par étape. Elle commence toute seule et puis ensuite ça monte. Et puis finalement, on la voit actrice. C'est quelque chose qui vous plairait d'être retenue pour un film? C'est un débouché qui me plairait, Ouais. Joshua?
Non. 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 Chacun sa stratégie, en fait, par rapport à son tempérament, ses objectifs et ce qu'il veut atteindre. Merci à vous deux. Et vous restez avec moi, Gaspard. On vient de le voir, le parcours de Diana Bouli est inspirant quand il s'agit de décrypter, en tout cas, le phénomène des influenceurs. Celui de Nedza Alaoui, que nous allons vous présenter maintenant, l'est tout autant. Il s'agit d'une influenceuse devenue incontournable au Maroc, où elle ne cesse de développer des projets en recherchant toujours un impact positif pour la société. Nedza Alaoui, influenceuse engagée, un reportage de Januta et Roman. Émilie Kofi. En plein cœur de Marrakech s'ouvre le GITEX Africa, l'un des plus grands salons du continent, dédié à l'univers de la tech et de l'innovation. Nedza Alaoui est une entrepreneure marocaine. Elle ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde. Pour moi, c'est important de faire partie de cette conférence parce que c'est une conférence qui est axée sur l'innovation, la jeunesse et aussi les femmes. Amener les femmes dans le milieu de la tech. Je fais beaucoup d'initiatives avec le monde de la technologie parce que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes. Et pour communiquer sur cet événement, Nedza n'hésite pas à prendre des selfies. Car cette entrepreneur est avant tout une influenceuse, suivie par 3 millions de personnes sur Instagram. Une influenceuse engagée. Sur ses réseaux, elle défend la place des femmes dans la société, mais aussi celle d'un monde plus respectueux de l'environnement. Aucune image n'est faite au hasard. On doit attendre qu'il y ait sustainability pour prendre la photo et pour pas que la communauté qui nous suit soit confuse, qu'ils comprennent quelles sont nos valeurs. Si on est là et qu'on est leader dans une mission, qu'on a une voix, il faut vraiment que notre voix soit claire. Difficile de décrire Nedza Alaoui. Cette entrepreneure marocaine ne rentre dans aucune case. Elle a débuté sa carrière comme photographe pour les Nations Unies. Et il y a 10 ans, elle se lance sur Instagram et décide d'en faire son métier. Aujourd'hui, son image publique lui permet de développer différents business. Elle est à la tête d'une fondation, d'un hôtel, mais aussi d'une organisation destinée à faire émerger les femmes leaders de demain, plongées dans le quotidien survolté d'une influenceuse aux multiples facettes. Pour Nedza, la création de contenu est un métier à part entière et chaque détail compte. Ce que je cherche toujours, c'est de l'harmonie dans les couleurs, dans l'image. Et puis aussi, il faut vraiment faire attention à tous les détails sur l'image parce que tout est regardé. Elle a créé son compte Instagram il y a plus de 10 ans, alors que les influenceurs étaient encore peu en vogue. Je ne suis pas arrivée là où je suis en tant qu'influenceuse un peu par hasard, en étant là, faisant des selfies, des choses et qu'il y a eu un buzz. Non, ça a été un travail de longue durée. 10 ans plus tard, forte d'une communauté de 3 millions de personnes, elle décroche de nombreux projets grâce à son audience. J'ai développé beaucoup d'expertise très profonde sur les activités que je mène. J'ai fait des cours à Harvard, mais je vois aussi qu'au final, aujourd'hui, la décision dans le tour de table se fait de m'engager sur une mission, moi, plutôt que quelqu'un d'autre, parce qu'il y a cette visibilité sur les réseaux sociaux. Si son influence lui a permis de décrocher des contrats avec de grands groupes, elle a aussi décidé de donner du sens à son métier en s'engageant dans le social. En septembre 2023, un tremblement de terre frappe le Maroc. Une catastrophe naturelle qui a eu de lourdes conséquences pour la population. Là, on est dans une ancienne mosquée qui a été démolie par le tremblement de terre. Beaucoup de maisons ont été complètement aplaties dans ce village. Si on peut, si on a le temps, si on a l'expertise, il faut absolument s'engager dans le social. Avec l'aide de son amie, elle a décidé de créer un centre de soins communautaires dans ce village. Ça, c'est le centre qu'on a pu ouvrir un mois après le séisme. Et donc, on a pu être réactif assez rapidement.
Donc depuis le 9 octobre, j'insiste sur le fait de bien expliquer que nous sommes présents 24 heures sur 24. Et ça, c'est très important. Donc on a ce centre. Là, dans cette chambre, on a l'infirmière et l'éducatrice qui habitent ici. La population sait qu'on est constamment ouvert s'ils ont besoin de nous, donc ils viennent ici. Mais les filles font aussi une tournée une fois par semaine pour aller faire du porte-à-porte dans les maisons et puis demander s'il y a des malades, si elles peuvent aider d'une façon ou d'une autre. Bonjour Khawla, comment ça va? Chaque mois, des médecins bénévoles viennent consulter les patients du village. Et elle a vu combien de patients? 20, 22, ok, je pense. D'accord. Et tu as pu prendre des photos parce qu'on doit faire un rapport? En tout, la mise en place de ce centre a coûté 13 millions de francs CFA. Cet argent a été obtenu grâce à des sponsors intéressés par les 3 millions de followers de Neza. Ce qui nous permet d'avoir des financements au sein de la Fondation Mayshad, c'est énormément mon impact d'influence. C'est le fait qu'on puisse donner de la visibilité aux partenaires. On voit que le fait d'avoir pu grandir une communauté sur les réseaux sociaux, d'avoir pu avoir développé un impact d'influence, ça nous permet de faire aussi un impact social. Alors, quand elle est sur place, elle n'hésite pas à faire des photos et vidéos pour les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, c'est de la visibilité pour les sponsors et on est très reconnaissant de leur aide sans laquelle on n'aurait pas pu accomplir ces choses. Mais cette visibilité demande du travail. Neza ne perd pas de temps et rentabilise son trajet en voiture pour publier sur Instagram. Donc là, je viens de finir mon posting de cette matinée. Si le secret pour rester à jour, c'est de ne pas laisser trop de contenu s'accumuler, de vraiment pouvoir être réactive comme ça en demi-journée, poster tout ce qui s'est passé. Et parce qu'elle n'a pas une minute à perdre, nous la retrouvons dans un restaurant chic de Marrakech, en plein tournage d'une émission américaine. Nous sommes ici avec des personnes exceptionnelles dans un lieu magnifique et nous allons découvrir comment s'engager ici pendant les prochains jours. Alors, santé! L'idée ici, faire découvrir le Maroc, mais aussi un projet social. Pour le producteur américain, Neza était la candidate idéale. Chaque fois que nous avons des tournages dans le monde entier, nous choisissons une célébrité ou un philanthrope qui vient du pays et qui nous fait visiter le pays. Neza, c'est une personnalité internationale et elle représente aussi très bien la culture marocaine. Mais c'est aussi une femme engagée avec sa fondation, Mayshad. Je reçois beaucoup de demandes médiatiques, mais je choisis toujours celles qui ont une certaine qualité et qui ont aussi un branding qui est aligné au mien. Donc Global Child avec Travel with Purpose, c'est-à-dire de voyager avec le côté impact social, est complètement aligné avec mes valeurs. Une émission diffusée dans les aéroports du monde entier qui assure un rayonnement supplémentaire au travail de Neza. Dans sa carrière d'entrepreneur, Neza a aussi décidé, il y a 6 ans, d'ouvrir son hôtel. Là, on est dans une maison marocaine, traditionnelle, mais avec une touche art déco. Donc ça, c'est un peu mon style de décoration. Cette maison, c'est sa maison familiale qu'elle a rénovée en créant toute la décoration. Les détails des luminaires font partie de la décoration. On voit en fait dans les matériaux que j'utilise beaucoup de velours. Ça, c'est des détails que j'ai faits moi-même avec ce surpiqué en velours d'une autre couleur. J'aime beaucoup le velours parce que ça prend bien la lumière et c'est doux, les matières sont douces. Cet endroit s'adresse à une génération de clients qui cherchent de nouvelles expériences. La jeunesse d'aujourd'hui qui veulent aborder le luxe et l'hôtellerie, mais différemment. Mais on est vraiment dans un modèle de maison d'hôte lié un peu au rythme des voyageurs d'aujourd'hui, donc un peu plus luxe que la maison d'hôte typique. Dans cette maison d'hôte luxueuse, il faut compter environ 250 000 francs CFA pour une nuit dans une chambre. Avec une quinzaine de chambres, c'est un business qui fonctionne.
Aujourd'hui, c'est un lieu qui se maintient complètement et qui commence à générer du profit. Je réinvestis tout le profit pour continuer d'agrandir la marque et le business. C'est jamais assez, il faut toujours développer encore plus. Je prends du risque, mais voilà, ça fait partie de ma personnalité. Elle profite aussi de ce lieu pour accueillir des événements. On y va, on va préparer. Donc ce soir, on reçoit 60 personnes du monde de la tech, des leaders. Donc on va avoir un panel où on va les interviewer. Et Neza, là encore, fait attention aux moindres détails avec son équipe. Là, par exemple, en fait, c'est juste quand en plus, je prends toujours des photos pour voir après le rendu final. Mais comme c'est pas égal, ça donne pas bien. Donc on va tout faire avancer, amener... ok, ça fait là, c'est la première fois que j'organise réellement un événement un peu corpo avec un panel ici. Donc du coup, je dois être derrière les détails de la direction artistique. Mais je pense que aussi ça fait partie de ce qui m'aide à réussir les différents projets que je mène de front. Le marathon de Neza continue. Ce matin, elle retourne au GITEX. Là, on est sur le dernier jour de GITEX. Je suis un peu saturée parce que la semaine a été très occupée. Je l'ai sur l'inclusion financière des femmes en Afrique. Et c'est un sujet qui est très important parce que comme je travaille sur le développement économique de la femme, donc à travers sa carrière, les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs et les leaders, donc c'est un sujet qui est important. Ici, elle représente son organisation, Women's Choice. Et c'est l'endroit parfait pour en faire la publicité. Ouais. En fait, Women's Choice, c'est mon organisation. Et puis, depuis plus de 10 ans, je travaille avec les boîtes à l'international sur tout ce qui est développement de la femme, career development. Et j'ai aussi une formation. Oui, formation. Ouais. Et comme à son habitude, elle se prête aux jeux médiatiques. Les femmes font face à des difficultés dans le monde de la tech. Avec Women's Choice, on cherche à les accompagner en créant un nouvel écosystème. Si Neza a choisi de viser la tech, c'est parce que pour elle, c'est un secteur d'avenir où les femmes ont une place à prendre. D'abord, c'est un secteur qui est en prédominance masculine, mais c'est aussi c'est le secteur de prédominance masculine qui est le plus ouvert, comme il est dans l'innovation, à vraiment rectifier ce gender gap, donc cette équité entre l'homme et la femme. Dans les plus grands événements tech, au cœur de zones sinistrées, ou encore dans l'intimité de son hôtel particulier, Neza Alaoui ne cesse de courir. Elle a décidé de mettre les réseaux sociaux au service de son engagement, pour que les clics de ses fans dans le monde virtuel aient un impact concret dans le monde réel. De retour sur le plateau de Made in Africa avec deux nouveaux invités. Renée Stéphanie Armstrong, elle est chargée de communication, elle est créatrice de contenu notamment sur la maternité et la parentalité ainsi que la santé reproductive féminine. Nous sommes toujours avec notre consultant en images, Mathieu Gaspard, et nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Franck Eja et vous faites la promotion du tourisme africain sur vos plateformes. Merci d'être là. On vient de voir ce reportage sur Neza. Première question pour vous, Renée. Qu'est-ce que ce reportage vous aura inspiré? Bonjour à tous et merci beaucoup. Ce reportage, déjà, ce qui me fait ressentir, c'est la masse de travail qu'il y a quand on est un influenceur engagé. Parce qu'elle n'est pas juste influenceuse, elle n'est pas juste créatrice de contenu, il y a une cause derrière. Donc il y a énormément de travail en termes d'organisation, de planification et de disponibilité. Et vous aussi, avec les contenus que vous produisez, est-ce que vous vous sentez engagé? Oui, je dirais oui. Ouais, pour une cause. Moi, je travaille en association en tant que bénévole, association de lutte contre les VBG. Donc on ne va pas forcément se limiter uniquement aux violences dans le couple. Ouais. Il y a également des violences gynéco-obstétricales dont on parle très peu. Donc c'est quelque chose qui m'a... VBG, c'est passé très vite, hein? Oui. C'est bien violence. Violence basée sur le genre. Des exemples?
L'exemple le plus commun dont on parle très souvent, c'est des violences dans le ménage. Ça reste des sujets extrêmement sérieux. Exactement. On ne peut pas en parler sans être engagé. Et vous aussi, Prince Edja, vous avez le sentiment que vous êtes engagé? Je pense que je suis engagé. Clairement. L'influence a pour but de prendre position sur une thématique bien précise. Et elle, dans son cas, c'est vraiment des causes sociales. Et en tant qu'influenceur, il faut s'engager. On est obligé de s'engager. Comment vous êtes lancé, vous? Oh, c'est venu par, je pense, que des formations professionnelles. Parce que moi, j'ai commencé à travailler dans le monde de l'hôtellerie pendant 5 ans. Et j'ai pris goût au voyage. Parce que je couvrais toute la zone Afrique de l'Ouest. Et le plus important pour moi, c'était de rencontrer en contact avec les populations et échanger, comprendre les cultures. Et ça m'a donné en fait envie de partager ce que je vivais et la compréhension que j'avais des différents pays, des différentes villes que je rencontrais. Oui. Mathieu Gaspard, il y a aussi un champ d'influence à explorer de ce côté-là. Oui, il y a un champ énorme d'influence à explorer. Et les organisations, gouvernements et toute entité recherchent également des influenceurs, des ambassadeurs même, pour porter une cause auprès des populations. Est-ce que votre engagement séduit aussi certaines marques? Je dirais oui, parce que moi, dans mon cas bien précis, dans le tourisme, je crée un contact avec les différents acteurs de l'écosystème, que ce soit des artisans, que ce soit des vendeuses, que ce soit des danseurs, des troupes. Et ces personnes-là, j'essaie de leur donner de la visibilité. Donc une marque peut facilement se greffer au fait, à cette action de cette campagne de valorisation pour essayer de gratter un peu de visibilité sur le contenu qui est créé. La bague que vous avez, il faut peut-être la montrer à la caméra, c'est le travail d'un des artisans dont vous faites la promotion. Exactement. Ils sont issus du centre artisanal de la ville d'Abidjan, le Cava. On ne voit pas. On ne voit pas, bon. Voilà. Et donc, j'essaie à chaque fois que je voyage, que ce soit à Korogo, à l'intérieur du pays, dans d'autres villes, de rentrer en contact avec ces personnes parce que j'ai compris qu'il y avait un besoin de donner de la visibilité à ces personnes. Ils n'ont pas accès au digital, ils n'ont pas accès aux différents réseaux sociaux. Donc, nous créons une plateforme, un tremplin pour leur permettre d'accroître leurs revenus. Donc, moi, mon engagement, c'est vraiment ça. Mathieu Gaspard, on va aller un peu plus loin. Est-ce que ce ne serait pas aussi se fermer en partie les portes lorsqu'on aborde un sujet qui n'est pas forcément glamour, sujet dur, notamment les sujets abordés par René Stéphanie, concrètement, ça referme le nombre potentiel de partenariats qu'on peut faire. Tout à fait. Et plus le sujet est à controverse, et plus ça ferme les portes. Donc si on parle des violences conjugales, bon, vous n'allez pas voir une marque de céréales pour les gamins au petit déjeuner qui voudrait s'associer à une cause pareille. Parce que on veut l'image céréale, on veut l'image de la jeunesse qui vibre, qui est contente, qui sourit. Alors que les violences, c'est une cause qui est quand même à caractère négatif. Pareil, si on parle de causes comme par exemple, un sujet qui est tabou en Afrique, mais on parle du LGBT, ça existe, mais en parler, c'est en même temps se fermer les portes complètement. Et ainsi de suite. Donc on peut aller loin comme ça. En fait, si vous voulez, pour être engagé, il faut se déterminer. Exactement. Voilà. Avantage, inconvénient, on se détermine, on prend une position. Il faut prendre position. En plus, je pense que quand on est engagé, on a des valeurs, on a des principes. Et il y a forcément des marques qui rentrent dans ces valeurs, ces principes-là. Et il faut s'associer avec ces marques-là. René Stéphanie? Oui, enfin, je pense que c'est la même chose que Prince. En fait, c'est un positionnement. Donc, tu choisis ta position et tu campes dessus. Parce qu'à la fin de la journée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des opportunités. Et des fois, de mon point de vue, beaucoup plus sur le long terme que pour, par exemple, on va dire de l'influence, grande consommation. Tous azimuts, oui. Parce que très souvent, moi je l'ai vu dans mon travail, en faisant même des sélections de la recommandation, les influenceurs qui sont, on va dire, tous azimuts, c'est par tendance. Par contre, des gens comme Neza, qui sont engagés sur un segment précis, sinon certains segments, ils sont dans une niche où il y a tout le temps. En tout cas, il faut avoir le temps et l'énergie. Elle, je pense qu'elle a le temps et l'énergie. Il faut avoir le temps et l'énergie de démarcher ces marques-là ou ces organisations-là. Parce qu'ils ne viennent pas forcément vers vous. Parfois, c'est vous qui voyez le potentiel. Je dis, par exemple, si vous avez du contenu, on va dire, lifestyle, mais dans le sens plus de donner des bons plans pour de jeunes adultes. C'est quelque part quelque chose d'engagé, parce que ça aide au niveau de la santé mentale et autres. Ce n'est pas forcément grand public. Mais à défaut d'attendre qu'une marque de céréales ou une marque de détergent vienne vers vous, vous pouvez, aller vers la marque. Parce que l'avantage, c'est que généralement, on n'a pas de grande communauté, mais on a des communautés très engagées.
Donc on peut beaucoup plus influencer au niveau de l'achat, de changement d'habitude, que quelqu'un même qui a 500 000 abonnés ou 1 million d'abonnés. Ouais. Donc c'est un positionnement. Tu te positionnes, tu restes dessus, tu ne bouges pas. Mathieu, dans le cas de René Stéphanie, vous aviez parlé tout à l'heure d'organisation de gouvernement. C'est possible aujourd'hui d'avoir un certain niveau de personnes qui s'occupent de la chose publique, de s'engager auprès de René Stéphanie? Oui, tout à fait. Donc vous pouvez avoir une institution, un ministère qui va engager René et Stéphanie sur tel ou tel projet, de par déjà leur influence, le secteur d'activité, que ce soit le tourisme, les voyages, et d'un autre côté, on parle de maternité, des violences sociales, etc., des sujets de société. Et ça va au-delà des réseaux sociaux dans ce genre de cas. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vous invite aussi à participer à des événements, à des conférences, pour parler, pour appuyer, participer à des groupes de conversation, etc., etc. Donc ça va bien au-delà de la sphère de l'Internet. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui sont disposés à lire des textes et des textes sur les réseaux sociaux? J'écris des paragraphes, je m'étale très sincèrement. Et vous êtes suivi? Oui, je suis suivie. Avec des réactions? Oui, je suis des fois étonnée, vraiment très étonnée sur certains sujets, même sur des partages d'expérience sur la naissance de mon premier fils, par exemple. Des fois, me retrouver avec près de 1000 réactions, en fait. Et c'est étonnant parce qu'on dit que les Ivoiriens ne lisent pas et que les gens ne lisent plus. Donc je me dis également, ça dépend du lien qu'on tisse avec sa communauté. Ouais. Alors, Mathieu, il faut qu'on analyse ça quand même. Vous avez dit à peu près combien d'années de présence? Mon compte, parce que ce que j'ai, c'est un compte qui a basculé en créateur de contenu. Il a été créé en 2009. En 2009, donc on a plus de 10 ans. Oui, je suis là depuis comment on explique cette longévité? Et puis le fait que finalement, tout le monde a son public? Tout le monde a son public, oui. Et depuis plus de 10 ans, 2009, les blogs étaient encore très présents. Donc ça écrivait beaucoup à l'époque. Et puis après, on a basculé avec l'avènement de TikTok aux vidéos de 4 secondes et le temps d'attention qui a dramatiquement chuté. Mais de par le combat qu'elle mène, elle a une communauté qui est forte et qui est engagée, contrairement justement aux gens qui vont consommer les vidéos de 20 secondes humoristiques pour se divertir, et puis on scrolle et on passe à la vidéo suivante. Là, c'est très différent. Donc le public n'est pas le même et ne recherche pas la même chose. On est vraiment dans une quête d'information et puis aussi de participer au changement de la société. Franck Edja, parlons d'impact. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez changé peut-être des destinées, le destin de certains artisans dans votre cas? Oui, on le ressent, ça se voit. Encore un autre témoignage, après une vidéo, un petit réel de moins d'1 minute, il y a une des productrices de Bird Carité à Korogo qui a eu une commande de 20 tonnes. Waouh! Juste à partir d'un petit réel qui a fait plus de 3 millions de vues sur Instagram. Donc, on le voit au quotidien qu'il y a un véritable impact à la fois sur la vie de ceux qui regardent ces vidéos-là, mais de ceux qui en sont les acteurs. Merci à vous, chers invités, de nous avoir permis de faire le point sur le marketing d'influence. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook, Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production de l'EFA Africa, aux équipes de la RTI qui se sont chargées de la réalisation. Et moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1. À bientôt.